Plus de 600 millions de dollars à l'achat et des dizaines de millions d'euros chaque année simplement pour exister. Imaginez une silhouette élancée, fendant les flots avec la grâce d'une puissante voiture de sport étirée à l'infini. Pourquoi payer le prix d'un imposant gratte-ciel pour acquérir un tel objet? Voici l'histoire incroyable du gigayacht Azam. Pour comprendre cette démesure financière, il faut d'abord retourner dans l'ombre du chantier naval où cette folie mécanique a pris forme. Et pour saisir sa véritable valeur, il faudra percer le secret vertigineux dissimulé sous sa majestueuse ligne de flottaison. Nous sommes au début des années 2010, dans le nord de l'Allemagne, près des rives brumeuses de la rivière Weser. Un silence lourd enveloppe les immenses hangars sécurisés du célèbre constructeur naval Lürssen. La zone est protégée avec la rigueur d'une base militaire. Derrière de hautes portes d'acier, totalement hors de la vue des curieux et des concurrents, une masse monumentale d'acier et d'aluminium commence à prendre forme dans la cale sèche. Ce n'est pas un navire de guerre tactique, bien que ses proportions éclipsent allègrement celles de la plupart des frégates et des croiseurs lourds des marines nationales. Sous la lumière froide des projecteurs industriels, des centaines d'ouvriers et d'ingénieurs s'affairent autour d'une coque dont la taille défie la raison. C'est ici, dans le plus grand secret, que s'écrit le premier chapitre de l'objet de luxe le plus extravagant de son époque. Pour comprendre la genèse d'un tel projet et justifier la dépense d'un budget qui dépasse le demi-milliard de dollars, il est indispensable d'observer l'arène impitoyable de la richesse mondiale. À cette époque, de la Côte d'Azur à la Principauté de Monaco, les eaux cristallines de la Méditerranée servent de champ de bataille pour une élite qui ne compte plus en millions, mais en milliards. Dans ce monde ultra exclusif, posséder un grand domaine en Suisse ou un sublime hôtel particulier à Paris ne suffit plus à marquer sa suprématie. Le yacht privé est devenu l'instrument de mesure du pouvoir absolu. Le monde des ultra-riches vivait alors sous le règne incontesté du navire nommé Eclipse, qui détenait le record absolu avec ses 162 mètres de longueur. Dans l'industrie navale de prestige, un écart de quelques centimètres suffit parfois à s'arroger le titre de vainqueur. Mais le commanditaire du projet caché en Allemagne ne cherchait pas une simple victoire symbolique. Il voulait redessiner la carte du possible et reléguer la concurrence dans l'ombre. La valeur intrinsèque d'une telle structure ne se calcule pas simplement en additionnant le coût du métal et des matériaux précieux. En ingénierie navale, la règle est cruelle et inévitable. Chaque mètre supplémentaire ajouté à la longueur d'un navire entraîne une multiplication exponentielle de la complexité technique et par conséquent, du prix. Il ne s'agit pas de rallonger un plan existant, il faut réinventer la dynamique des fluides, concevoir des systèmes de stabilisation capables de dompter des milliers de tonnes en mouvement et installer des réseaux électriques dignes d'une petite ville. Les chantiers navals impliqués dans de tels défis doivent repousser les limites de la science des matériaux. Le prestige de cette commande était si grand que le constructeur a dû mobiliser les meilleurs cerveaux de l'architecture marine pour garantir que cette forteresse flottante ne se brise pas sous son propre poids lors de violentes tempêtes. L'argent investi achetait non seulement un objet majestueux, mais un véritable bond technologique. C'est à ce stade critique que le projet, bientôt connu sous le nom d'Azam, a fait face à un défi technique qui a fait frémir les concepteurs. Le mandat imposait une longueur vertigineuse de près de 180 mètres. Cela représente une marge de victoire colossale de plus de 17 mètres sur son rival le plus proche, un gouffre absolu dans un domaine où l'on se bat d'ordinaire pour l'épaisseur d'une coque. Cependant, face à un tel volume, une contradiction majeure menaçait la viabilité même de l'entreprise. En règle générale, lorsqu'un yacht atteint des proportions titanesques, il subit une métamorphose disgracieuse. Pour accommoder l'espace réclamé par les vastes salons, les cabines luxueuses et les quartiers d'un équipage pléthorique, les concepteurs sont souvent contraints d'empiler les ponts. Le résultat est tragiquement prévisible. Le yacht prend l'allure lourde, massive et rectangulaire d'un banal navire de croisière commercial. Il perd sa grâce, son identité de yacht de grand luxe, et surtout, il devient l'otage de sa propre masse, se déplaçant avec une fâcheuse lenteur. La question qui hantait les bureaux d'études était donc de savoir comment construire le plus grand objet de loisir au monde sans tomber dans le piège de l'obésité navale. Comment créer un espace intérieur digne des plus grands palais royaux d'Europe sans que l'extérieur ne ressemble à un immense bloc d'appartements flottant? Le risque de dépenser une fortune colossale pour accoucher d'un mastodonte pâteau
incapable de naviguer là où le propriétaire le souhaitait, paralysait presque le processus créatif. Un navire trop lourd est un navire condamné à rester captif des grands ports de commerce, incapable de s'approcher des baies isolées ou de naviguer avec l'élégance requise par le protocole de la très haute société. La résolution de ce paradoxe est venue de la volonté inflexible du commanditaire. Le nom, Azam, se traduit d'ailleurs par l'idée de détermination et de résolution absolue. La consigne passée aux équipes dirigeantes fut d'une clarté redoutable. Le propriétaire a fermement déclaré qu'il ne tolérerait aucun compromis sur l'esthétique et la performance. Il n'a pas seulement ordonné la construction du navire le plus long, il a exigé qu'il possède un profil profilé, racé, capable de paraître incroyablement véloce même lorsqu'il est immobile à l'ancre. Et surtout, il a posé une condition qui a bouleversé toute l'industrie navale. Ce colosse devait fendre les vagues à une vitesse phénoménale, dépassant les 30 nœuds, tout en conservant la capacité de naviguer dans des eaux relativement peu profondes. Les créateurs n'ont pas seulement dépensé des fonds inépuisables, ils ont investi une urgence absolue dans le calendrier de développement. Des mois d'ingénierie frénétique ont précédé des années d'assemblage à un rythme jamais vu pour une telle taille, jusqu'au lancement triomphal en 2013. Le mythe d'Azam venait de naître, posant les bases d'un objet incomparable, dont la valeur inestimable réside autant dans sa ligne pure que dans la formidable violence mécanique invisible nécessaire pour la propulser. L'océan impose une loi physique impitoyable à tout objet qui tente de le traverser. Plus un navire est massif, plus l'eau agit comme un mur de béton impénétrable, exigeant une débauche d'énergie colossale pour le moindre gain de vitesse. C'est ici que se dresse le premier paradoxe saisissant de cette création hors norme. Imaginez une structure d'acier et d'aluminium pesant des milliers de tonnes, équivalente en volume à un immense quartier résidentiel, qui déchire soudainement la surface de la mer avec la fluidité déconcertante d'un voilier de course léger. Alors que les méga-yachts traditionnels de cette envergure se déplacent avec une lenteur majestueuse mais inévitable, soulevant des montagnes d'écume et luttant contre leur propre inertie, cette machine trace une ligne droite parfaite à plus de 30 nœuds. Cette allure, vertigineuse sur l'eau, frôle les 60 km/h. Voir un tel colosse glisser à cette vitesse défie l'intuition visuelle humaine, donnant l'impression qu'un monument d'architecture a soudainement décidé de s'affranchir des lois de la gravité et de la friction. Pour générer un tel miracle cinétique, le cœur de l'édifice abrite une centrale énergétique dont les spécifications semblent tout droit sorties d'un programme aérospatial. La propulsion repose sur une combinaison hybride ahurissante. 2 moteurs diesel titanesques, conçus pour les régimes de croisière réguliers, sont couplés à 2 puissantes turbines à gaz directement dérivées de l'ingénierie aéronautique et militaire. Ensemble, ces monstres mécaniques libèrent une puissance combinée frôlant les 94 000 chevaux. C'est une force brute, capable d'alimenter en électricité une petite ville entière, confinée ici dans les entrailles d'un seul navire de plaisance. Historiquement, une telle concentration d'énergie pure était exclusivement réservée aux frégates d'assaut naval ultra rapides, dont la seule vocation était de traquer des menaces en haute mer, sans la moindre considération pour le confort de l'équipage maritime. L'intégration de cette puissance titanesque engendre immédiatement un conflit fondamental, une équation en apparence insoluble qui a longtemps tenu les ingénieurs en haleine. Déchaîner 94 000 chevaux produit inévitablement des vibrations capables de fissurer l'acier et un vacarme assourdissant. Pourtant, la vocation de cet objet est d'être le pinacle du luxe mondial, un sanctuaire flottant où le moindre tressaillement est considéré comme une avarie inacceptable. Le défi majeur consistait à comprendre de quelle manière il était techniquement possible de dompter cette fureur mécanique destructrice pour que, quelques ponts plus haut, le liquide dans une coupe de champagne posée sur une table en marqueterie ne frémit même pas. Il fallait réconcilier la violence absolue d'une salle des machines digne d'un navire de guerre avec le silence monacal et l'immobilité parfaite d'un palace 5 étoiles de la Riviera. La réponse à cette exigence d'isolation commence dans la conception même de l'espace technique, lors d'une manœuvre d'accélération. Dans les profondes entrailles de la coque, isolée derrière d'épais murs de matériaux composites absorbants, la transition s'opère. L'ordre de passer à l'allure maximale est donné depuis la passerelle de commandement.
Les turbines à gaz s'embrasent dans un sifflement strident, aspirant des quantités faramineuses d'air salin. L'énergie thermique explosive est convertie en mouvement rotatif à travers des réducteurs de vitesse géants, de véritables chefs-d'œuvre de l'usinage de précision pesant des dizaines de tonnes. Cette force colossale n'est pas transmise à des hélices classiques qui se détruiraient sous l'effet de la cavitation à une telle vitesse, mais à d'immenses hydrogés. L'eau de mer est violemment aspirée sous le navire, puis expulsée à l'arrière avec la pression concentrée d'une avalanche, propulsant le palais en avant sans les vibrations saccadées des pales traditionnelles. Cependant, la propulsion par jet ne suffit pas à garantir la quiétude absolue des salons supérieurs. La véritable prouesse acoustique réside dans une isolation chirurgicale dont le coût astronomique justifie en grande partie la facture finale du projet. Chaque moteur, chaque générateur et chaque pompe lourde reposent sur des berceaux pneumatiques actifs qui absorbent les ondes sismiques de la mécanique en temps réel. Les ingénieurs ont littéralement désolidarisé les ponts réservés aux passagers de la structure principale de la coque. Les sols flottent sur des membranes de caoutchouc spécialisées et des coussins d'air, empêchant la moindre résonance acoustique ou physique de remonter vers les espaces de vie. Le propriétaire a payé des dizaines de millions supplémentaires, non pas seulement pour aller vite, mais pour acheter l'illusion parfaite que le mouvement se fait sans le moindre effort, effaçant totalement le travail titanesque des machines en contrebas. Toutefois, la maîtrise des vibrations et la débauche de puissance brute auraient été vaines si l'architecture navale n'avait pas apporté la solution finale au paradoxe de la vitesse. Le secret absolu de cette réussite, la clé maîtresse qui permet à l'ensemble d'atteindre une allure record sans s'épuiser contre la force des vagues, réside dans la géométrie pure de sa coque. Contrairement aux standards de l'industrie qui privilégient de vastes volumes cubiques pour maximiser l'espace intérieur, les concepteurs ont imposé des proportions effilées d'une audace sans précédent. Avec une largeur restreinte à environ 21 mètres, pour une longueur frôlant les 180 mètres, et un tirant d'eau étonnamment modeste de moins de 5 mètres, la silhouette a été sculptée pour glisser avec un minimum de friction. Le navire ne repousse pas brutalement l'océan en créant un mur d'eau dévastateur devant son étrave. Il le tranche avec la fluidité et la précision d'une lame. Cette morphologie extrêmement allongée, souvent qualifiée de coque svelte dans les cercles très fermés de l'ingénierie navale, diminue drastiquement la traînée hydrodynamique. C'est précisément ce mariage inédit entre une ligne acérée de pur sang et une cavalerie de turbines à gaz militaires qui engendre un comportement dynamique unique au monde. L'énorme masse d'acier et de matériaux composites se comporte soudainement comme un navire d'interception ultra léger. L'harmonie millimétrée entre l'aérodynamisme de la superstructure et l'hydrodynamisme de la carène annule les contraintes physiques habituelles associées au gigantisme. La violence de la vitesse pure est totalement digérée par le génie humain, laissant place à une glisse souveraine, silencieuse et inarrêtable. En transformant un mastodonte flottant en une flèche fuselée, les créateurs ont prouvé que franchir les limites du possible n'était qu'une question de volonté farouche et de rigueur mathématique, posant ainsi un nouveau jalon insurpassable dans l'histoire de la démesure maritime. Au cœur du chantier naval, alors que la gigantesque coque prenait progressivement forme, une scène d'une incroyable tension architecturale se déroulait à l'intérieur du navire. Les ingénieurs se tenaient au centre d'un gouffre métallique béant, mesurant environ 29 mètres de longueur sur 18 mètres de largeur. En architecture maritime traditionnelle, un tel espace ouvert constitue une pure hérésie structurelle. Pour empêcher les ponts supérieurs de s'effondrer dramatiquement sous leur propre poids et pour résister aux forces titanesques de torsion imposées par la houle océanique, un navire exige habituellement un réseau extrêmement dense de cloisons porteuses. Pourtant, les plans exigeaient ici un espace totalement vierge de toute colonne de soutien. L'objectif n'était plus de construire un grand carré de plaisance classique, mais d'ériger une véritable salle de réception monumentale, suspendue au-dessus des flots, capable d'affronter des tempêtes sans que la structure d'acier ne cède d'un seul millimètre. L'homme désigné pour métamorphoser cette immense caverne de métal brut en un sanctuaire de prestige est le célèbre décorateur français Christophe Léony. Son cahier des charges était d'une ambition absolue. Il lui incombait de ressusciter la splendeur majestueuse du style de l'Empire français,
une esthétique florissante au début du XIXe siècle. Ce choix stylistique imposait une ambiance solennelle, formelle et profondément ancrée dans la riche histoire européenne. Cette vision artistique très classique offrait d'ailleurs un contraste saisissant avec la modernité racée de la silhouette extérieure du bâtiment. La mission ne visait pas à aménager une galerie d'art contemporain glaciale, mais bien à concevoir une véritable résidence de pouvoir. L'intention était de formuler une déclaration de prestige et de confort absolu, loin des tentatives parfois excentriques d'autres projets qui oublient que leurs espaces doivent avant tout demeurer habitables. C'est précisément à cette étape qu'un immense conflit technique et esthétique s'est imposé aux créateurs de cette machine hors norme. L'esthétique impériale française exige par essence l'utilisation de matériaux particulièrement nobles, denses et rigides. On déploie de somptueuses boiseries massives en acajou, d'imposantes incrustations délicates, de lourdes ornementations en bronze doré à la feuille, des corniches richement travaillées et des lustres monumentaux en cristal sculpté. Or, un navire propulsé à très haute vitesse est une entité vivante qui vibre de manière imperceptible, se dilate, se tord et fléchit constamment sous l'assaut perpétuel des vagues. Implanter des dizaines de tonnes de décors palatiaux rigides dans une enceinte en acier soumise à des torsions permanentes relevait de l'impossible absolu. Le bois massif se fissurerait fatalement à la première mer formée, le plâtre des corniches finirait par éclater, et le poids pharaonique de l'ensemble compromettrait la stabilité dynamique de l'édifice. Pour comprendre la profondeur de ce défi intellectuel et manuel, il faut se pencher sur l'excellence de l'artisanat d'art qui a été mobilisé pour accomplir ce miracle. La France possède une tradition multiséculaire dans l'ébénisterie d'art et la dorure, héritée en ligne directe des anciennes manufactures royales. Les ateliers les plus réputés ont été mis à contribution, réunissant des maîtres artisans habitués à restaurer les châteaux de la vallée de la Loire ou les ambassades parisiennes. Chaque meuble, chaque vaste panneau mural et chaque détail minutieux du décor a été pensé par Christophe Léony, puis façonné sur mesure. Ce niveau de personnalisation extrême transforme l'expérience intérieure et élève l'aménagement à un standard que les simples navires ne peuvent atteindre. Les couloirs s'apparentent ainsi à de majestueux dégagements de grands hôtels, et les salons se vivent comme de véritables espaces d'apparat au sein d'un immense domaine privé. La résolution du vaste problème structurel lié à l'absence de piliers a nécessité une symbiose parfaite entre la métallurgie de pointe et l'illusionnisme de la haute décoration. Afin de maintenir l'intégrité du grand salon, rapporté à 29 mètres de long sur 18 de large, les ingénieurs navals ont implanté d'épaisses poutres de croisement asymétriques, d'une résistance exceptionnelle, dissimulées directement dans l'épaisseur du plafond. Cette ossature invisible encaisse toutes les immenses charges verticales et les dissipe vers les flancs extérieurs renforcés de la coque. Par conséquent, lors de chaque traversée de cet espace ouvert, les invités ne perçoivent aucune barrière visuelle. L'échelle monumentale efface instantanément la réalité navale au profit d'un sentiment d'espace absolu, répondant parfaitement à l'exigence suprême de démesure invisible. Afin de protéger le lourd décor d'inspiration empire des caprices de l'océan, sans alourdir dangereusement le navire, une ultime ruse technologique a été déployée dans les ateliers. Les majestueuses boiseries que l'on admire de près ne sont aucunement constituées de massifs blocs de bois pesants. Les maîtres ébénistes ont plaqué de très fines feuilles de bois précieux, assemblées avec une précision chirurgicale, sur des panneaux composites structurés en nid d'abeilles, couramment utilisés dans l'industrie aéronautique. Ces panneaux de pointe offrent une flexibilité microscopique salvatrice, leur permettant de suivre les infimes déformations naturelles de la coque en mer sans jamais risquer la rupture. L'or et les cuivres des ornements reposent sur des fixations intégrant des polymères amortisseurs invisibles. L'œil ne capte ainsi que l'opulence de l'histoire et la chaleur envoûtante de l'acajou, tandis que la fine ingénierie accomplit silencieusement sa mission de préservation. Le génie de l'aménagement réside précisément dans cet effacement total de la contrainte mécanique au profit exclusif d'une splendeur palatiale inaltérable. Une scène fascinante et presque vertigineuse se déroule ponctuellement dans les immenses bassins portuaires de la Méditerranée ou dans les eaux abritées du Moyen-Orient. Un navire pétrolier commercial d'une taille respectable
s'amarre silencieusement le long de la vertigineuse coque bleu nuit d'Azam. Pendant des heures entières, des pompes industrielles tournent à plein régime pour transférer des milliers de tonnes de carburant maritime hautement raffiné dans les soutes béantes de la structure. La facture de ce simple ravitaillement de routine défie tout entendement logique. Un seul plein complet pour cette machine titanesque représente une transaction financière astronomique, équivalente au prix d'achat d'une luxueuse villa de villégiature nichée sur les hauteurs de la presqu'île du Cap d'Antibes. L'immobilité apparente du géant des mers cache en réalité une hémorragie financière constante et inévitable. La construction initiale de cet objet hors du commun a exigé un investissement colossal, largement rapporté par les experts maritimes aux alentours de 600 millions de dollars. Ce montant d'une ampleur inédite n'était pourtant que le modeste billet d'entrée dans un monde exclusif, un univers où la véritable dépense ne réside pas dans l'acquisition, mais bel et bien dans la simple survie quotidienne de l'édifice. Dans l'industrie très secrète de la grande plaisance, une règle mathématique impitoyable dicte l'économie des océans. Les frais de fonctionnement annuels d'un super-yacht de très grande taille s'élèvent généralement à environ 10% de son coût de fabrication initiale, une proportion dictée par l'extrême complexité de son maintien en conditions opérationnelles. Appliquée à une structure navale de près de 180 mètres, cette cruelle équation engendre des charges incompressibles, frôlant des dizaines de millions de dollars chaque année. Ce budget pharaonique couvre de multiples postes de dépenses, incluant l'assurance maritime de pointe, les frais d'amarrage dans les très rares marinas mondiales capables d'accueillir un tel gabarit, ainsi que les indispensables rénovations techniques et mises à jour constantes. Face à ces chiffres étourdissants, une interrogation majeure s'impose naturellement à tout observateur extérieur, cherchant à comprendre la rationalité de ce gouffre économique. Il est tout à fait légitime de se demander où disparaissent précisément ces dizaines de millions de dollars mois après mois, d'autant plus que ce bâtiment, contrairement à d'autres navires de prestige, n'a aucune vocation à parader et refuse catégoriquement toute forme de rentabilité par le biais de la location commerciale privée. L'énigme de cette dépense perpétuelle exige de regarder bien au-delà de la splendeur des ponts supérieurs. L'explication de cette voracité financière commence par la nature même de la performance technique exigée. Déplacer une forteresse de cette envergure à la vitesse déraisonnable de plus de 30 nœuds exige une combustion thermique titanesque. À cette allure extrême, sur les crêtes de l'océan, le navire ne se contente plus de consommer simplement du combustible pour avancer. Il donne l'impression de soutenir à lui seul l'entière confiance de l'industrie pétrolière mondiale. Chaque minute de navigation à plat régime représente une évaporation de capital spectaculaire. Cependant, la vitesse phénoménale n'est qu'une seule composante de l'équation. L'intégrité de la complexe propulsion hybride nécessite une maintenance préventive obsessionnelle. Les pièces d'usure des immenses turbines à gaz, constamment soumises à des températures infernales et à l'implacable corrosion de l'environnement marin salin, doivent être méthodiquement inspectées, calibrées et remplacées par des bataillons d'ingénieurs spécialisés opérant avec la rigueur d'un programme aérospatial. Prendre possession d'un tel sommet d'ingénierie implique donc l'adoption d'une véritable stratégie financière globale à long terme, bien au-delà de la simple préoccupation de remplir une cuve d'hydrocarbures. L'autre gouffre financier, à la fois le plus discret et le plus vital pour l'âme du navire, prend la forme d'une armée de l'ombre minutieusement chorégraphiée. La bonne marche d'un tel domaine flottant requiert des dizaines de professionnels hautement qualifiés, travaillant sans relâche dans les zones techniques inaccessibles aux passagers. Les mécaniciens navals surveillent la machinerie avec une attention clinique, tandis que les officiers de pont scrutent la météorologie pour anticiper le moindre caprice de la nature. Parallèlement, une brigade hôtelière digne des palaces genevois ou parisiens les plus exigeants maintient un niveau de prestation irréprochable. Ce balai logistique d'une précision horlogère ne s'arrête strictement jamais. La véritable magie de l'ingénierie réside dans le fait que, pour les rares privilégiés admis à bord, l'ensemble de cette effervescence mécanique et humaine demeure totalement imperceptible. Dans ce cercle infiniment restreint, l'absolu sommet de l'élégance s'exprime lorsque tout apparaît parfait autour de soi et que la moindre sensation de chaos s'évapore complètement, laissant place au calme absolu.
Le grand luxe, sur une unité de cette échelle gigantesque, réside dans le silence imposé et la maîtrise millimétrée du temps. Cette organisation d'une exigence quasi militaire et cette concentration de moyens inédites permettent enfin d'apporter une réponse définitive au mystère de cette dépense perpétuelle insensée. L'immense capital investi ne sert aucunement à entretenir un simple moyen de transport ostentatoire. Il finance l'existence et l'indépendance souveraine d'un véritable domaine flottant privé. Le détenteur de ce joyau des mers ne paie pas pour la longueur impressionnante de la coque en acier. Il achète le privilège rare d'une intimité inviolable et d'un contrôle absolu sur un emploi du temps qui échappe aux règles dictées pour le reste du monde. Cette impressionnante armée invisible et ses machines parfaitement synchronisées offrent une garantie inestimable de sécurité opérationnelle à chaque instant. Le bâtiment reste prêt à lever l'ancre et à disparaître vers un nouvel horizon, 365 jours par an, ignorant superbement les contraintes météorologiques ou les plannings surchargés des autorités portuaires de la Côte d'Azur. Les dizaines de millions engloutis chaque année ne couvrent pas de vulgaires factures d'entretien courant. Ils acquièrent le droit majestueux de refuser l'attente, de s'affranchir des contraintes géographiques terrestres et de posséder l'arme ultime permettant de transformer la vaste et imprévisible étendue des océans en une simple route privée vers l'inconnu. Une scène particulièrement révélatrice se produit de temps à autre au large de la principauté de Monaco ou dans la baie de Cannes lors du célèbre festival de cinéma. Des dizaines de navires de plaisance aux dimensions spectaculaires s'entassent près des côtes pour une démonstration de force sociale évidente. C'est un théâtre mondain où chaque propriétaire cherche à éblouir ses pairs avec des hélicoptères rutilants, des ponts illuminés et des foules d'invités célèbres. Soudain, une silhouette sombre et étirée de près de 180 mètres de longueur fend l'horizon à une allure impressionnante. Azam glisse majestueusement au loin, silencieux et fuyant, sans la moindre intention de s'approcher du port ou de participer à cette frénésie sociale. Le plus grand navire privé du globe ignore purement et simplement la scène mondaine la plus prestigieuse d'Europe. Il poursuit sa route vers des eaux plus solitaires, ses immenses ponts semblant presque déserts vus de l'extérieur, ses vitrages fumés repoussant violemment les regards curieux. Ce comportement insolite incarne un paradoxe fascinant pour un objet de cette valeur inestimable. Cette fuite délibérée face à la foule soulève une énigme fondamentale concernant la psychologie des ultra-riches et la nature même de cette dépense monumentale. La logique commune voudrait qu'un individu ayant investi une part substantielle de sa fortune pour concevoir et faire construire l'objet le plus extravagant de son temps éprouve le besoin irrépressible de l'exhiber. Dans l'histoire de la plaisance de grand luxe, la taille a toujours fonctionné comme un indicateur public de domination financière. Pourtant, cette machine défie frontalement cette dynamique ostentatoire. Il convient de se demander pour quelle raison précise un commanditaire choisit de dépenser l'équivalent du produit intérieur brut d'une petite nation insulaire pour acquérir un navire de tous les superlatifs, tout en déployant des efforts colossaux pour le soustraire systématiquement au regard du monde. La réponse à cette interrogation se trouve bien au-delà de la simple vanité, dans les strates les plus inaccessibles de la hiérarchie du pouvoir. Historiquement, les grandes fortunes européennes et mondiales utilisaient leurs somptueux navires comme des ambassades flottantes. Au XXe siècle, les industriels et les têtes couronnées organisaient des réceptions somptueuses sur leurs yachts, invitant la presse mondaine et l'aristocratie à admirer le marbre, les dorures et les œuvres d'art acquises à prix d'or. La valeur résidait dans l'admiration d'autrui. Avec l'avènement de ce nouveau titan des mers, le paradigme de l'opulence a radicalement changé. La véritable noblesse du navire repose sur une conception radicale de l'isolement. L'architecture intérieure et les aménagements ont été pensés non pas pour organiser des rassemblements bruyants, mais pour recréer l'atmosphère solennelle et feutrée d'un sanctuaire inviolable. Les dispositifs de sécurité embarqués, les systèmes de communication cryptés et les procédures d'embarquement strictes transforment la coque effilée en une véritable forteresse navale, garantissant que le monde extérieur s'arrête net à la couper. Pour saisir l'essence de cet isolement, il faut analyser comment la mécanique de pointe devient un instrument de liberté temporelle. Imaginons une situation classique sur la Côte d'Azur, où les conditions météorologiques annoncent la formation rapide d'une violente dépression marine.
Les autres propriétaires de méga-yachts, tributaires de la lourdeur de leurs navires et des limites de leurs moteurs de croisière, sont contraints de se réfugier d'urgence dans les ports surpeuplés ou d'annuler purement et simplement leur traversée. Le maître de ce navire hors norme, quant à lui, ordonne un changement de cap immédiat à son commandant. Grâce à la formidable cavalerie de turbines à gaz capable de propulser le géant à plus de 30 nœuds, le navire ne subit plus la météo. Il la distance. L'équipage modifie l'itinéraire en temps réel, permettant de traverser d'immenses étendues de la mer Méditerranée en quelques heures seulement pour atteindre une baie parfaitement calme en Grèce ou en Italie. L'immense puissance développée par la salle des machines ne sert pas à battre des records sportifs, elle sert à échapper aux contraintes de la nature. Cette capacité à dominer l'espace marin avec une célérité foudroyante transforme littéralement l'océan en une autoroute strictement privée. Les experts du secteur maritime font souvent remarquer que les yachts traditionnels obligent leurs occupants à subir de longues et monotones journées de transit entre deux destinations idéales. À ce niveau de performance aérodynamique et hydrodynamique, le transit disparaît presque complètement de l'équation. Le temps passé à naviguer se réduit drastiquement, maximisant ainsi les moments précieux passés au mouillage, dans des lieux reculés, loin des objectifs des photographes. Le paradoxe initial trouve ici sa résolution définitive. Si le navire fuit les ports prestigieux et les regards envieux, c'est parce que son propriétaire a compris que la démonstration publique n'est que la récompense des vaniteux. La véritable puissance consiste à se soustraire totalement au jugement et aux horaires du reste de l'humanité. À ce niveau d'exigence extrême, les métaux précieux, les salons d'apparat au style impérial français et les records de longueur absolue perdent leur statut de but final. Ils ne sont que les composants d'un formidable outil conçu pour atteindre le seul privilège qui ne figure sur aucun catalogue de vente aux enchères. Le commanditaire n'a pas déboursé une fortune inouïe pour posséder de simples mètres d'acier supplémentaires. Il a acheté l'impossibilité d'être dérangé, la capacité souveraine de s'affranchir des distances et la liberté totale de maîtriser chaque seconde de son existence sans avoir à rendre de compte à quiconque. Cette gigantesque flèche d'acier demeure ainsi l'expression ultime d'un luxe invisible aux yeux de la foule, une citadelle intouchable glissant éternellement vers l'horizon, protégeant jalousement le secret de ceux qui refusent d'appartenir au monde ordinaire. L'histoire de ce monument des mers s'achève ici, mais d'autres trésors et d'autres mystères façonnent l'univers du grand luxe. Si vous avez apprécié cette exploration minutieuse et que vous souhaitez découvrir d'autres chefs-d'œuvre de l'ingénierie et de l'artisanat de prestige, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne et à laisser une mention j'aime sous cette vidéo.